Bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, un des premiers travaux qui a été réalisé sur les variables cachées est le travail de von Neumann en 1932, qu'il avait publié dans son célèbre livre sur les fondations de la mécanique quantique, où il donnait une structure très claire, structure mathématique de la théorie. C'était un livre remarquable. Et dedans, il y avait un théorème, appelé maintenant théorème de von Neumann, qui s'est avéré inutilisable, mais ça nous allons le voir tout de suite. Disons qu'on commence doucement avec un résultat qui montre que ce n'est pas toujours si facile de décortiquer les subtilités de la mécanique quantique. Donc, supposons qu'on ait un état psi et un opérateur O. Alors, la valeur moyenne de l'opérateur O est simplement donnée par psi O psi. La notation que nous avons déjà vue, l'opération que nous avons déjà vue. Si on a des variables cachées lambda, alors il doit exister une fonction V lambda psi qui pour un état donné, psi et des variables cachées lambda données, donne pour un opérateur la valeur qui est mesurée par cet opérateur, la valeur exacte. La valeur moyenne étant reproduite par l'ensemble des variables cachées et de leur répartition statistique. Quelque chose que nous avons vu aussi dans le théorème de Bell. Notons que von Neumann appelait cette fonction une fonction d'application valeur, puisqu'elle applique l'état psi lambda à une valeur mesurée. Von Neumann appelait aussi l'état décrit par psi et un ensemble de variables cachées bien précises, un état sans dispersion, puisque toute mesure donne une valeur unique et non pas une répartition probabiliste. Von Neumann fait quelques hypothèses sur la fonction valeur moyenne. D'abord, il dit que pour l'opérateur unité, qui ne change rien, sa valeur moyenne doit être 1. Ensuite, que cette opération doit être linéaire. Donc, si on a petit a, un nombre réel, fois a, un opérateur, plus b fois grand B, plus, etc. Ceci, la valeur moyenne doit être égale à A fois E de grand A, plus B fois E de grand B, plus, etc. Donc, l'opération valeur moyenne doit être linéaire. Donc, la moyenne des sommes égale la somme des moyennes. Enfin, voilà, une opération linéaire tout à fait classique pour des moyennes. Et enfin, si on a un projecteur, P, l'opérateur consistant à projeter sur un des états de base de l'espace de Hilbert, alors sa valeur moyenne doit être positive ou nulle. À partir de là, développement mathématique, démonstration du théorème, qui n'est pas simple, je ne vous donne pas, c'est assez technique, et il aboutit à la conclusion qu'il n'existe pas de fonction V lambda psi qui peut reproduire toutes les valeurs de E, pour tout type d'état, pour l'ensemble de tous les états possibles. Donc, von Neumann en déduit qu'il n'est pas possible d'avoir une théorie à variables cachées, déterministe, qui reproduit l'ensemble des résultats de la mécanique quantique. Et donc, il est inutile de chercher une théorie à variables cachées. Ce résultat, connu d'ailleurs d'Einstein, est passé, je dis qu'il n'a pas fait grand bruit, mais en 1952, il y a eu un coup de théâtre. C'est David Bohm qui établit une théorie à variables cachées, appelée théorie de Bohm ou mécanique bohmienne, nous en reparlerons, et qui est une théorie qui reproduit parfaitement la mécanique quantique non relativiste. Et donc c'est un contre-exemple au théorème de von Neumann. Il montre que le théorème de von Neumann ne peut pas être bon, puisque le théorème dit il n'y a pas de théorie à variables cachées qui reproduit la mécanique quantique,
Et David Bohm montre une théorie de variables cachées qui reproduit la mécanique quantique. Donc, en 1966, Bell, celui de notre théorème, s'est penché sur la démonstration de von Neumann pour trouver ce qui n'allait pas. Alors, disons-le tout de suite, d'un point de vue mathématique, le théorème est tout ce qui est plus correct. Partant de ces prémices, les développements mathématiques sont tout à fait justes et la conclusion correcte. Ça montre bien qu'il faut un peu aussi se méfier des mathématiques. Il faut voir comment on les utilise. Ce qui compte derrière, c'est la physique à laquelle ça s'applique. Le développement mathématique peut être parfaitement correct et aboutir à un résultat faux si les hypothèses de départ sont fausses. Le théorème mathématique ne fait que transformer les hypothèses en un résultat et il faut voir la validité des hypothèses. Ces hypothèses semblaient raisonnables, en particulier sur l'opérateur unité et sur le projecteur, elles sont tout à fait valides. Elles se démontrent très facilement. Mais l'hypothèse de linéarité est abusive. On peut vérifier que pour des opérateurs qui commutent entre eux, donc que l'on peut mesurer simultanément, avec une toute précision voulue, alors cette relation de linéarité s'applique bien. Mais lorsque les variables, lorsque les opérateurs ne commutent pas, c'est une toute autre chose. En particulier, si on a un opérateur O qui est égal à O1 plus O2, la somme de deux autres opérateurs, alors la linéarité implique que E de O est égal à E de O1 plus E de O2. Et ça implique, il suffit de choisir les bons états, des états qui sont états propres avec des valeurs propres données, ça implique que les valeurs propres de O soient égales aux sommes de valeurs propres de O1 et de valeurs propres de O2. Et on peut très facilement trouver un contre-exemple. Prenons par exemple le spin. Sigma x, sigma y. La mesure du spin de la direction x et de la direction y. Typiquement, ça se fait avec un appareil de Stern et Gerlach qu'on oriente selon x et selon y. Et on peut définir un nouvel opérateur, sigma prime, égale 1 sur racine de 2, fois sigma x plus sigma y. En fait, on vérifie facilement que cet opérateur, dans le plan XY, représente le spin à 45 degrés. De même, ces opérateurs ne commutent pas. Les opérateurs de spin dans différentes directions ne commutent pas, et donc sigma prime ne commute pas non plus avec sigma x et sigma y. Et les valeurs propres de ces opérateurs sont plus ou moins 1,5 pour l'électron, par exemple. Plus ou moins 1,5, plus ou moins 1,5. Déjà, imposer une condition de linéarité sur de tels opérateurs, alors que les processus de mesure sont forcément différents, l'appareil de Stern-Gerlach ne sera pas utilisé de la même manière pour mesurer les trois valeurs, déjà ça c'est douteux. Mais si alors on confronte aux valeurs propres, la relation de linéarité implique que plus ou moins 1,5 doit être égal à 1 sur racine de 2, fois plus ou moins 1,5, plus ou moins 1,5. Et ça, c'est faux. C'est toujours faux, à cause ne fût-ce que la racine de 2. Donc, la relation de linéarité, en général, n'est pas correcte. Et donc, bien sûr, en imposant une contrainte supplémentaire inutile, von Neumann arrive à un résultat qu'on ne peut pas obtenir de variable cachée qui donne tous les résultats de la fonction E. Parce qu'il a imposé une contrainte en plus qui retombe sur les variables cachées, et cette contrainte empêche de créer une telle théorie. Mais cette contrainte est inutile, elle est même fausse. Notons que peu après, Schrödinger, et d'ailleurs Einstein, c'est un physicien qui le rapporte, alors qu'il parlait avec Einstein, il parlait du théorème de von Neumann,
évidemment, devait déplaire à Einstein, puisque Einstein recherchait une telle théorie à variable cachée. Rappelez-vous les éléments de réalité. Et quand Einstein, on a parlé avec lui, Einstein a ouvert le livre de von Neumann et a pointé cette hypothèse. Comme pour dire, ce théorème n'est pas bon. Et Schrödinger, peu de temps après, a lui-même fait une analyse dans un article important, c'est le fameux article où il parle du chat de Schrödinger, expérience de pensée sur lequel nous reviendrons. Et dans cet article, il fait une analyse qui utilise l'oscillateur harmonique, et techniquement, cette analyse revient au théorème de von Neumann. Ce qu'il fait, c'est qu'il parle d'un oscillateur harmonique avec un hamiltonien décrit par P carré plus A carré Q carré. P étant la position, Q la position de l'oscillateur. Et on connaît très bien les solutions d'oscillateur harmonique, et notamment les valeurs propres de l'hamiltonien, c'est les différentes énergies, et les valeurs propres de l'impulsion et de la position. Et si le théorème, si la linéarité était exacte, on obtiendrait, c'est ce que Schrödinger montre, que VH doit être égal, donc les valeurs propres ou les variables cachées, les valeurs données par les variables cachées, puisque ce qu'on mesure, ce sont toujours les valeurs propres, doit être égal à V de P au carré plus A carré fois V de Q au carré. On retrouve là la loi de linéarité. Or, en utilisant les valeurs propres de H, de P et de Q, qui sont les valeurs mesurées, et donc les valeurs que doit prendre la fonction d'application, on vérifie facilement que c'est impossible. On ne peut pas respecter cette relation. Mais Schrödinger, qui a compris quel était le problème, n'en a pas conclu l'impossibilité des théories à variables cachées. Lui, il a dit dans son article que ça montrait que cette relation était fausse. C'est-à-dire que la relation de linéarité ne devait pas être appliquée. Alors voilà, bon, pour un petit début, un théorème qui ne marche pas. Ou plutôt, le théorème est correct, mais ne s'applique pas. Parce que les hypothèses sont trop restrictives. Donc, on a besoin de mieux. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un premier théorème qui, lui, est correct et s'applique. C'est le théorème de Gleason. Je vous remercie.